Votre soirée spéciale municipale se poursuit en Bourgogne sur France 3. Résultats et réactions des principaux candidats. Nous partons tout de suite à Mont-Solemin où nous attend Didier Mathus, battu ce soir à Mont-Solemin par Marie-Claude Jarraud. Bonsoir Didier Mathus. Comment analysez-vous cette défaite ce soir ? Bonsoir. Je crois que la dynamique de droite était très puissante, à Monceau comme ailleurs, et qu'on a assisté à un phénomène un peu particulier par contre, qui est un report massif des voix du Front National sur la candidate UMP, que pour le moment je ne m'explique pas, mais qui est indiscutable dans les résultats, et qui a donc largement marqué cette évolution du second tour. Qu'est-ce qui n'a pas pris, selon vous, à Monceau ? Comment vous expliquez cette défaite quand même après 3 mandats? Parce que les maires implantés résistent plutôt mieux que les autres. Vous étiez quelqu'un de très implanté. Qu'est-ce qui fait que, voilà, le vent du boulet est passé par là? Je crois qu'il y a eu la configuration du premier tour avec une liste FN, une liste dissidente du Front de gauche qui nous a affaiblis au premier tour et qui a donc créé une dynamique en faveur de la droite pour le second tour. Donc voilà, j'en prends acte. Peut-être y a-t-il aussi un phénomène de mise en cause personnelle au bout de 3 mandats. C'est peut-être possible, donc j'en tirerai toutes les conséquences. Mais vous allez rester dans l'opposition ? Je vais me donner quelques jours pour réfléchir à la meilleure stratégie possible pour la gauche à Monceau. Moi, en tout cas, je suis très heureux d'avoir travaillé pendant 19 ans pour ma ville, parce que j'y suis né, j'y ai grandi, je la connais intimement. Donc, c'est déjà une belle histoire, une belle aventure que d'avoir pu faire ce travail pour mes concitoyens pendant 19 ans. Mais vous ne nous dites pas ce soir si vous siégerez ou pas au conseil municipal. Nous en discuterons dans les jours qui viennent. Merci Didier Mathus en direct de Mont-Solemin. À propos de Mont-Solemin, Didier Mathus évoquait justement le Front National, Lilian Noireau, sa réaction recueillie tout à l'heure. Écoutez. Lilian Noireau, qu'est-ce que vous retenez de cette élection municipale à Mont-Solemin en 2014 ? Tout d'abord, donc la défaite de Monsieur Mathus. On voit pertinemment le ras-le-bol qu'ont eu les Montceliens envers la politique dévastatrice de Monsieur Mathus, mais également face à l'élan d'espoir, de bon sens que les Montceliens nous ont apporté en votant pour la liste dont j'ai eu l'honneur de mener. Donc le Front National s'implante à Mont-Solemin, il s'enracine. Donc nous avons un élu au conseil municipal de Mont-Solemin, donc c'est une victoire pour nous. Nous souhaitions être au 2e tour, nous avons dépassé les 10%, nous le sommes. Et nous avons réussi à battre M. Mathus. Donc nous sommes plutôt fiers de nos résultats. Nous sommes fiers d'avoir apporté des élus Front National à Mont-Solemin. Donc c'est une victoire pour nous. Lilian Noireau, c'est vous qui siégerez, j'imagine, au conseil municipal. Vous ne resterez pas les bras croisés. J'imagine que vous avez envie d'être actif. Ça ne sera pas compliqué avec un seul siège ? Non, je ne pense pas, car je serai un orchidoclaste au sein de ce conseil municipal de Mont-Solemin qui en aura naturellement besoin face à un système UMPS caché qui a été sanctionné ce soir. Donc nous l'avons toujours dit durant notre campagne, nous serons des élus avec force de proposition, mais également des véritables élus d'opposition. Donc sur divers points, nous apporterons nos contributions et également nos propositions sur tous les aspects de la vie municipale. Et plus globalement, le Front National s'implante dans les mairies avec cette élection municipale, avec ces élections municipales ? Tout à fait. Donc aux dernières connaissances, Robert Ménard est élu à Béziers, David Rachnine à Fréjus également, donc Florian Philippot n'est pas de nouvelle. Donc c'est une bonne nouvelle pour le Front National. Les Français nous ont fait part de cet élan patriotique, tant de gauche comme de droite. Donc c'est une bonne nouvelle pour le Front National et Marine Le Pen l'a rappelé. Et je pense que ce soir, l'objectif des 1000 conseillers municipaux et plus doit être dépassé. Lilian Noireau pour le Front National à Mont-Solemin. Nous en rejoint ici en direct sur France 3 Bourgogne. François Patria, bonsoir. Bonsoir. Président socialiste du Conseil régional de Bourgogne. Et François Sauvadet, bonsoir. Bonsoir. Président UDI du Conseil général de la Côte d'Or et vice-président national de l'UDI. Avant de débattre et de discuter avec vous, des résultats concernant à nouveau la Saône-et-Loire, Elsa Bezin. Oui, et la ville de Bourbon-Lancy en premier lieu. Le maire PS sortant Jean-Paul Drapier perd son siège au profit d'une candidate de gauche qui plus est
son ancienne adjointe Édith Guignot remporte le scrutin avec 46% des suffrages. La page Gérard Voisin est tournée à Charnay-les-Mâcon. Son successeur Frédéric Breuil du UMP est battu par le sans-étiquette Jean-Louis Andrès. Saône-et-Loire, toujours avec la ville de Tournu. Le maire sortant Jean Legros d'Hiver Gauche perd son siège. C'est Claude Roche, UDI UMP, qui remporte le scrutin. À Cluny, la gauche perd la ville de Cluny. Le sortant Jean-Luc Delpech est battu par Henri Beugnot. Le candidat d'Hiver Droite réalise 44,4% des suffrages. Au Creusot, réélection d'André Billardon, PS. Il gagne le scrutin face au d'Hiver Droite Charles Landre. Et puis enfin la ville d'Autun, largement en tête au premier tour. Rémi Réberotte remporte la ville avec un peu plus de 51% des voix. Merci Elsa. La Saône-et-Loire où nous attend Jérôme Durin depuis Mâcon, responsable du Parti Socialiste dans le département. Jérôme Durin, bonsoir. C'est pas une soirée joyeuse pour vous. On entend pas mal de villes qui basculent à droite dans ce département de la Saône-et-Loire. C'est vrai, effectivement, c'est une très mauvaise soirée pour le Parti Socialiste et pour la gauche en Saône-et-Loire, avec un phénomène national et une amplification des résultats du premier tour. Et puis de mauvaises nouvelles qui sont liées aussi à des divisions locales. Et même là où la gauche résiste, ce n'est pas le Parti Socialiste qui gagne, je pense à Bourbon-Lancy, mais à une candidate d'Hiver Gauche. Quels enseignements vous en tirez, notamment de cette... Qu'il y a une forme de prime à la diversité politique à gauche et que ceux qui avaient l'étiquette politique du Parti Socialiste ont été durement sanctionnés. Donc ça appelle évidemment une réorientation politique nationale. On voit qu'il y a un message très fort qui a été adressé par les électeurs. Donc je crois qu'il faut évidemment un remaniement, il faut un nouveau casting, et puis il faut une réorientation politique. Il faut entendre le message que les électeurs ont fait passer ce soir. Avec par endroits, Jérôme Durin, de surcroît, une difficulté à s'entendre avec d'autres composantes de la gauche. Exemple à Cluny, par exemple, où le total des voix de gauche ce soir est supérieur à celui du nouveau maire. Mais là, vous n'avez pas réussi à vous entendre. Il y a deux endroits qui sont symptomatiques de ce que vous dites. C'est effectivement Cluny et Louhans, où le total gauche nous permettait... en théorie, arithmétiquement, de l'emporter. Et effectivement, on voit à la fin une victoire de la droite. Donc la division nous coûte très cher dans un contexte où il fallait savoir s'unir et porter nos couleurs ensemble. Donc c'est un message qu'il va falloir qu'on travaille et sur lequel il va falloir méditer dans les jours à venir. Merci Jérôme Durin, en direct de Mâcon, pour ses commentaires sur les résultats en Saône-et-Loire. On va faire réagir nos invités, peut-être François Patria, d'abord, sur cette suite de la déroute du Parti Socialiste. Je crois que ce soir, le mur du réel percute de plein fouet les socialistes. Je regrette d'avoir eu raison un peu tôt quand je disais à mes amis, au cours des mois derniers, que ce ne serait pas un scrutin local et qu'on n'échapperait pas à la règle 2 ans après une élection d'une difficulté dans un scrutin intermédiaire. Je crois qu'il y a 3 raisons ce soir à l'échec de la gauche. Le premier, c'est la date même de ce scrutin, qui intervient 2 ans après une élection présidentielle. Et on a toujours vu, dans les 30 dernières années, le parti au pouvoir refluer. Pas avec cette intensité, je regarde, mais aux élections. Le deuxième point, c'est évidemment le discrédit que connaît le gouvernement actuellement et la faible cote de popularité que connaît le chef de l'État. Je crois que lui-même, aujourd'hui, doit comprendre qu'il est personnellement visé. Et la troisième raison, c'est, je crois, la capacité de la droite à mobiliser son électorat en enlevant le côté local, en délocalisant le scrutin pour en faire un scrutin national. Je crois que ces 3 facteurs réunis peuvent expliquer pour partie le grave échec de ce soir. J'avais dit la semaine dernière une déferlante, pas une vague. Je dis ce soir un tsunami, surtout quand on voit la carte en Bourgogne. Et je pense à mes amis qui ce soir connaissent des difficultés. Avec quelques exceptions, oui. Dijon, Auxerre, oui. Mais ce sont des candidats très implantés et c'était la seule solution pour résister apparemment. Le fait de l'implantation n'est pas la seule explication. Parce que je pense que Christophe Sirugue à Châlons était bien implanté, que Didier Mathus est bien implanté à Monceau. À Monceau. Que mes amis de Nevers, Sainte-Fargardot, étaient très bien implantés à Nevers. Et qu'il y avait d'autres amis dans d'autres territoires. Je crois que ça a été la capacité à mobiliser. Les bilans ont sans doute joué aussi. Et puis, par ailleurs... la moindre mobilisation ou des divisions avec le Front National en face pour ce qui concerne l'opposition. François Sauvadet, vous nous aviez réagi la semaine dernière, confirmation ce soir.
à ce qui s'est passé, ça s'accentue en fait? Oui, ben c'est exactement. C'est ce qu'on avait enregistré au premier tour des élections s'est poursuivi au deuxième tour pour le choix décisif. Je crois que, d'ailleurs, François Patria vient de l'exprimer, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que ce sont d'abord des gens qui sont allés voter et qui ont exprimé un mal-être. Ils ont le sentiment d'avoir été trompés. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas allés voter aussi, c'est-à-dire qu'un des résultats... Oui, mais là, moi, je n'ai pas tout à fait l'analyse d'un certain nombre de personnes qui nous disent que il y a de la désaffection à l'égard des élus. Je pense qu'il faudra qu'on réfléchisse à notre organisation institutionnelle. Aujourd'hui, les Français ont le sentiment que la seule élection qui compte et qui engage tout l'avenir pendant 5 ans, c'est l'élection présidentielle. Je crois qu'il faudra qu'on y réfléchisse parce que toutes les autres élections, vous n'avez qu'à voir, c'est pas propre à cette élection-ci, ni à un désaveu, parce qu'en fait, les gens qui se sont tout de même déplacés, en tout cas, moi ce que j'observe, c'est que ceux qui se sont exprimés, nombreux, ont adressé un carton rouge. C'est pas, comme l'a dit François Rebsamen, un carton rouge simplement pour des couacs au gouvernement, une réorganisation technique qu'il faudrait faire avec des professionnels plus chevronnés. Les Français ont demandé un changement de cap au chef de l'État, tout simplement. Parce que qu'est-ce qu'ils ont vécu pendant 2 ans et demi? D'abord 2 ans et 2 mois d'état de promesse, de campagne. Et puis le résultat, vous avez vu, même entre les 2 tours, l'annonce de dizaines de milliers de chômeurs supplémentaires. On est pratiquement à 3,5 millions de chômeurs. Le fait que le gouvernement se défausse sans arrêt sur ses prédécesseurs en disant c'est de leur faute si le pays va mal, mais le pays leur a donné toutes les manettes. Il leur a donné le Sénat, il leur a donné la Chambre des députés, l'Assemblée nationale, le président de la République, toutes les manettes. Donc c'est pas un gouvernement de l'impuissance qu'ils attendaient. Or, ils ont vu un gouvernement qui a fracturé sur des sujets de société, là où l'attendaient un gouvernement de concorde, puisque c'est précisément le reproche qu'ils a Nicolas Sarkozy, un gouvernement de concorde pour travailler sur l'emploi et sur l'avenir de leur vie, tout simplement. Moi, je suis président de conseil général aux premières lignes de cette fracture sociale. Je la vis au quotidien. Je ne suis pas surpris par ce qui se passe, par le vote des gens qui ont dit « assez, vous nous avez trompés ». Alors maintenant, il y a des équipes, en effet, qui sont constituées. Il y a du rajeunissement, il y a du renouvellement, il y a eu aussi du rassemblement, pour dire stop à un système. Et quand vous me disiez Auxerre et Dijon, l'avertissement, il est sévère aussi, il ne faut pas se tromper. François Rebsamen, tout le monde me disait, il y a 3 semaines, j'ouvrais les journaux, 70% dès le premier tour, on le voyait plébiscite. Bah, attendez, je voudrais vous ressortir les coupures de presse. En tout cas, il allait faire un score vraiment hallucinant. Bon, on s'est aperçu que non seulement il a trébuché, mais qu'il a fallu attendre le second tour et qu'au final... Même si on a analysé les scrutins, il sera combien? 52, 53 On est loin du plébiscite annoncé. À Auxerre, c'est vrai que Ferrez a gagné, mais il gagne comment 300 voix. Attendez, de combien? 300 voix. Donc on voit bien que ça se joue à peanuts. En fait, il y a une vague, une vraie vague, et je crois aussi qu'ils ont adressé un carton rouge sur des réformes dont on reparlera. La réforme territoriale, la baisse des dotations, tout ça va revenir sur le tapis. Et croyez-moi, le gouvernement n'en a pas fini avec des réformes qu'il a imposées au forceps. Eric Cecco, avant de retrouver Guillaume Larrivé qui nous attend à Auxerre depuis quelques minutes. On va aller très vite à Auxerre. Allons à Auxerre. On va garder vers vous avec nous. Allons-y, à Auxerre. Guillaume Larrivé nous attend, battu par Guy Ferrez ce soir. Bonsoir Guillaume Larrivé. On évoquait l'implantation du maire socialiste. Est-ce que c'est ça qui fait la différence selon vous ce soir ? Moi, je veux d'abord dire un très grand merci à ces milliers d'Auxerroises et d'Auxerrois qui me font confiance. J'ai gagné 1200 voix par rapport à 2012, par rapport à l'élection du député. La dynamique a clairement été de mon côté, à la tête d'une belle équipe. Il me manque en réalité 160 voix pour faire la différence par rapport aux candidats socialistes. Ce soir, c'est vrai, je suis triste pour Auxerre, car je considère que cette victoire de M. Ferrez est une défaite pour Auxerre, mais je reste comme député pleinement au service des Auxerroises et des Auxerrois, bien sûr. Question d'Eric Cecco. Est-ce que finalement, c'est justement pas ce mandat de député qui vous empêche d'accéder à la mairie d'Auxerre? Les gens se sont dit, il va être plus à l'Assemblée nationale que chez nous. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est ça finalement qui paradoxalement, a été un handicap pour votre candidature? Non, écoutez, quand on regarde très précisément les choses, on voit en réalité que l'élection s'est jouée dans 2 quartiers dans lesquels le maire socialiste a mené, je le dis très directement, ces derniers jours, une campagne haineuse à mon égard, une campagne ordurière qui, je le crains, a malheureusement fait la différence.
Merci Guillaume Larrivé, en direct d'Auxerre pour cette réaction. On va rester dans Lyon justement, à quasiment 9h30 sur France 3 Bourgogne. Lyon, Elsa Bezin avec de nouveaux résultats. Oui, elle avait dirigé la ville de Sens de 2001 à 2008. Marie-Louise Faure se réinstalle dans son fauteuil de maire. Elle totalise près de 51% des suffrages, 20 points de plus que sa rivale Francine Vexten, sans étiquette. À Auxerre, Guy Ferrez, on l'a dit tout à l'heure, garde la tête de sa ville natale. Le socialiste l'emporte de moins de 300 voix. On vient d'en parler tout de suite avec Guillaume Larrivé. Dans Lyon toujours, Tonnerre bascule à droite. Dominique Aguilar d'hiver droite s'impose face au socialiste Pascal Lenoir, dauphin d'André Fourcade. Et puis enfin, Joigny reste à gauche. Le maire sortant Bernard Moren est réélu avec 49% des suffrages. L'UMP obtient 42% des voix. Bernard Moren, le maire de Joigny, nous attend justement en direct. Bonsoir Bernard Moren, réélection. On rappelle qu'il y avait une triangulaire avec le Front National présent dans votre ville ce soir. Ben oui, puis finalement on a repoussé le Front National qui était à près de 12,5% au premier tour et qui est ce soir à 8%. Et on remporte cette victoire. Ça fait vraiment du bien. On a donné tout ce qu'on avait. On a présenté un joli bilan qui était difficile dans une ville, comme vous le savez, qui a été victime de la RGPP, de la fermeture de sa caserne en particulier, qui est une ville en souffrance. Et on va pouvoir terminer le travail qu'on a commencé sur ces 6 prochaines années. Lilian Mellet. Bonsoir Bernard Moren. Est-ce que le fait de ne pas avoir d'étiquette Parti Socialiste dans le dos, c'était un avantage pour vous dans cette élection ? Lilian, je vais vous faire un scoop. Je suis de gauche. Mais je suis un maire ouvert à tout le monde. Je suis un maire 2100 jours, c'est ça, c'est la durée d'un mandat où je suis auprès de la population. Je parle à tout le monde. J'ai mes convictions, j'ai mes valeurs. Je les ai toujours défendues. Je crois que c'est surtout des valeurs d'humanisme. Et oui, je suis de gauche, mais j'ai été aussi capable de rassembler des gens qui n'étaient pas de gauche. Et on va travailler tous ensemble pour mouiller le maillot de l'équipe de Joigny. Et on le disait tout à l'heure, hein, vous avez été élu la première fois à la faveur d'un déchirement de la droite. Comment finalement avez-vous réussi à vous implanter dans cette ville de Joigny qui traditionnellement vote quand même plus à droite ? Je sais pas, je crois que c'est le travail au quotidien, c'est avoir s'entourer d'élus avec une équipe sortante qui était d'une grande qualité et celle qui va rentrer samedi prochain va être encore de meilleure qualité. C'est des gens de terrain, de tous les quartiers, de toutes les conditions, j'allais dire de toutes les couleurs aussi, et ça c'est ma fierté. Et puis d'être à l'écoute des Joviniens, c'est pas par hasard et c'est même étonnant dans le paysage politique. En général, ce sont les opposants qui font plein de propositions. Eh bien, c'est nous, les sortants, qui avons proposé un programme de 120 propositions et qu'on va mettre en œuvre dans les prochaines années. La ville de Joigny qui reste à gauche. Donc ce soir, on l'a bien compris avec vous, Bernard Moren. Merci d'avoir été en duplex depuis Sens. Nous restons dans Lyon tout de suite avec Guy Ferrez, le maire sortant d'Auxerre, réélu ce soir. Donc nous avons entendu votre challenger Guillaume Larrivé tout à l'heure. Il évoquait une campagne ordurière ces derniers jours. Une campagne tout court pour vous, Guy Ferrez ? Écoutez, moi j'ai conduit une campagne qui est une campagne propre par définition, d'abord parce que c'est dans ma nature et j'ai toujours fait œuvre en campagne électorale du plus pur respect de mes adversaires. J'ai envie de dire à Guillaume Larrivé que quand on est perdant, on doit être grand seigneur, c'est la règle en la matière. Éric Sicot. Comment vous expliquez, vous, que vous ayez réussi à résister à cette vague bleue dans le pays ? Parce que vous avez senti quand même le vent du boulet, comme on disait tout à l'heure. Hein, c'est très juste, cette victoire. Le vent du boulet, je l'ai senti ces derniers mois, je l'ai senti ces dernières semaines, mais je crois, et je rebondis sur ce que disait Bernard Moren, lorsque les choses vont mal, il reste quelques points de repère, et Auxerre est resté, sous ma conduite, est resté d'une certaine manière un repère pour les Auxerrois. C'est le travail quotidien, c'est le travail de tous les jours, et c'est aussi cette capacité, je crois, tout simplement à entendre, à écouter, et dans un contexte national qui n'écoute pas visiblement suffisamment, eh bien, à travers ce qu'on me dit, il y a beaucoup de villes perdues aujourd'hui par les socialistes. En Bourgogne, je crois que Dijon et Auxerre ont résisté. Eh bien, tant mieux, c'est une qualité des maires qui dirigent ces villes. Bonsoir Guy Ferrez, Lilian Mellet. Est-ce que vous avez dû laisser en route un certain nombre de projets, un certain nombre de choses dans cette campagne ? Est-ce que ça va influer, on va dire, la difficulté de cette campagne va influer sur votre mandat à venir ?
Non, sur les projets que j'ai présentés aux Auxerrois, eh bien, nous allons continuer. D'abord, il y a des projets à terminer, il y en a d'autres à venir. À partir du moment où j'ai été élu, eh bien, ces projets nouveaux reçoivent la validité de mes concitoyens. En revanche, ce que je souhaite vraiment, cette campagne a été âpre, elle a été dure, elle a été difficile. Et bien, plus que jamais, sans doute, le maire que je suis, là aussi, dans un contexte difficile, il me revient en quelque sorte de recoller un certain nombre de choses, un certain nombre de cicatrices. C'est ce à quoi je vais m'employer et c'est aussi tout simplement ce qui me motive d'une manière remarquable pour ce 3e mandat. Recoudre les choses pour autant qu'elles aient pu être déchirées durant tout le long de cette campagne. 3e mandat donc pour vous, Guy Ferrez. Merci d'avoir été en direct depuis Auxerre ce soir sur France 3 Bourgogne. Des résultats, 21h35, la Nièvre avec un rappel de résultats. Elsa Bezin. Oui, avec ce gros résultat à la ville de Nevers, ce coup de tonnerre, Denis Thuriot s'empare de ce fief socialiste depuis 43 ans, une ville symbole, ancienne ville de Pierre Bérégovoy. Denis Thuriot totalise 49,8% des suffrages. Varennes-Vauzelles, le Parti communiste perd cette ville dans la Nièvre de peu, 26 voix d'écart entre Isabelle Bonicelle d'Hiver Droite et Pascal Reuillard PCF. Et puis enfin, gros plan sur Clamecy, Claudine Boissorieux d'Hiver Gauche est réélue avec une voix d'avance devant le PS Michel Carvoyeur. En 2008, elle avait été réélue avec une poignée de voix également. Lilian Mollet. Oui, alors, Varennes-Vauzelles, on ne l'a pas dit tout à l'heure parce qu'on parlait beaucoup de Nevers, mais effectivement, c'est extrêmement symbolique parce que c'est une perte pour le Parti communiste. Pascal Reuillard, c'est quelqu'un qui compte dans la Nièvre. C'est la 2e de la région. C'est la 2e de la région, et après Migène, mais c'est aussi la preuve des difficultés extrêmes entre le Parti socialiste et, globalement, le Parti communiste. Jérôme Durin parlait tout à l'heure des difficultés qu'il y a eu à Cluny, il y avait plus de voix de gauche. Là, il y a la même chose. Et puis, il s'est passé un phénomène qui ressemble un peu à celui de Nevers, puisque le candidat de l'UMP s'est retiré. Il aurait pu être au 2e tour, il s'est retiré. Et là, il y a un total de voix qui, lui, en revanche, un report qui s'est extrêmement bien fait. Un mot, en revanche, aussi sur Clamecy, où ça se joue 3 voix, 2 voix, 1 voix. C'est absolument incroyable. Claudine Boissorieux, elle n'est plus au Parti socialiste depuis un certain temps. Le Parti socialiste était revenu à la charge pour lui prendre la ville. Michel Carvoyeur, c'est le secrétaire du Parti socialiste à Clamecy. Et à nouveau, elle a remonté un retard, parce que c'était la même chose en 2008. Et donc, c'est vraiment une ville très particulière, Clamecy. Et le Parti socialiste, là aussi, Michel Carvoyeur, il avait l'étiquette socialiste, et donc, il n'a pas réussi à reprendre la ville. Retour là, sur la situation à Nevers à présent. La Nièvre où nous attend Guillaume Maillard. C'est la liste donc de Denis Thuriot qui gagne ce soir la mairie de Nevers avec votre soutien, Guillaume Maillard, pour l'UDI. Alors, Denis Thuriot nous expliquait que la ville de Nevers ne basculait pas à droite, mais élection avec donc le soutien de l'UMP, de l'UDI. Votre analyse, votre version, votre vision, même si je vois que Denis Thuriot est encore derrière vous, donc pourra confirmer ce que vous allez dire et vous parlez sous son contrôle, j'allais dire. Sous son contrôle, bonsoir à tous. Je ne suis pas sûr qu'on peut parler de contrôle. On a eu un beau combat politique à Nevers. Il y avait 7 listes au premier tour. Nous avons mené notre propre projet. Nous avons su nous entendre derrière un projet commun, le projet de Nevers Avenir. C'est une victoire pour un projet, pour une pluralité, pour un projet de ville simplement. Peut-être que nous devrions peut-être plus souvent revenir vers ces fondamentaux municipaux. La ville de Varennes-Vauzelles, vous venez d'en parler, a également changé ce soir autour d'une liste également fédératrice, sans étiquette. C'est peut-être là une nouvelle voie de coalition, je dirais, ou d'union autour d'un projet qui arrive ce soir. En tout cas, 43 ans de socialisme à Nevers, je pense que tout le monde était d'accord pour dire qu'il fallait engager Nevers sur une nouvelle dynamique et nous avons su prouver aux Neversois que nous avions ces ambitions. Je suis un citoyen avant d'être un homme politique, je suis chef d'entreprise, on a des compétences les uns et les autres et on va les mettre en œuvre pour arriver à mener Nevers vers cette nouvelle ère. Éric Sicot. Mais Guillaume Maillard, donc Denis Thuriot nous disait tout à l'heure que vous avez laissé votre étiquette un peu à la porte en vous mettant sur sa liste. Est-ce que ça veut dire que vous laissez aussi les valeurs de l'UDI à la porte en rentrant sur cette liste? Et ça intéressera notamment François Sauvadet qui est sur ce plateau. Bonsoir François, absolument pas. Je suis dans la famille UDI et j'en suis fier. J'ai mené les élections cantonales en 2011 sur le canton de Pierre Bérégovoy. Nous avions fait un très beau score. Jean-Luc Martinat en 2008 avait mené le combat pour les municipales. On voit qu'au premier tour, l'UDI progresse de 4 points par rapport au score des législatives. Donc on voit qu'il y a une nette progression de notre famille politique au sein de Nevers. Après, il était nécessaire
mettre en bémol nos étiquettes politiques autour de ce projet de rassemblement si nous voulions gagner à Nevers, puisque l'ambition, c'était quelque part un référendum pour ou contre le maire sortant et son système. Je pense qu'on a tous été intelligents et on a tous décidé ensemble de gagner. Maintenant, l'étiquette UDI m'appartient, je l'ai dans mon cœur et on va travailler pour les prochaines échéances. Il va y avoir des cantonales, des régionales, des législatives. Il y a un mouvement qui se crée, nous avons toute notre autonomie. Par contre, au sein du conseil municipal, je serai un élu Nevers Avenir aux côtés de Denis. Et j'en suis très fier. Merci Guillaume Maillard en direct de Nevers. Donc la liste de Denis Thuriot qui arrive en tête et qui donc décroche la mairie de Nevers. Et cette situation intéresse au premier chef François Sauvadet pour l'UDI. Alors faut-il enlever l'étiquette UDI pour être sûr de marquer des points, François Sauvadet? Non mais il est bon, hein, vous avez vu, il est très bon. Hein. Moi, est-ce que vous revendiquez la victoire à Nevers? Je suis allé le soutenir et moi je suis très Quand vous l'avez soutenu, il était candidat UDI. Oui, je sais bien, mais j'ai été de ceux qui ont plaidé, d'ailleurs sur votre plateau, je ne sais pas si vous vous en souvenez, la semaine dernière, sur votre plateau, j'ai appelé les trois listes à s'unir pour faire en sorte qu'il y ait une alternative à Nevers. Nevers, en fait, c'est la fin d'un système là-bas. Les gens n'en pouvaient plus, enfin une espèce de transmission de flambeau permanente, manque de respiration, une ville quand même qui a perdu 8000 habitants en une douzaine d'années. Moi je suis allé sur place, enfin franchement il y avait une aspiration au changement. Il fallait rendre le changement possible. Et donc nous avons rendu le changement possible. Et moi à chaque fois qu'on se rassemblera autour d'un projet pour rendre le changement possible et préparer les conditions d'une alternance politique, je serai là pour les aider, pour l'accompagner. Je dois vous dire, j'ai tout fait pour cette fusion. Donc vous revendiquez la victoire. Je dis à Denis, non, je ne la revendique pas. D'abord, c'est la victoire de Denis Thuriot et toute sa liste. Moi, je dis bravo Denis, courage, continuez, ouvrez, donnez de l'air un peu et de la respiration à Nevers, ça en a bien besoin, mettez de l'économie au cœur de tout cela. Et en tout cas, c'est plein de promesses pour l'avenir des Neversois, j'en suis convaincu. François Patria, une remarque sur la chute, on va dire, de Nevers. La chute de Nevers, effectivement, c'est comme la chute. C'est comme aujourd'hui la chute de Limoges, c'est comme la chute de Dunkerque, c'est comme la chute de Toulouse, c'est comme la chute de Monceau. Ce soir, ce sont des défaites brutales. C'est d'abord à Nevers le prix d'une division. Je pense aussi qu'à Nevers, on pense que la gauche était installée pour l'éternité. Peut-être la mobilisation n'a-t-elle pas été au rendez-vous. Pourtant, je pense que Florence-Antoine Garneau est un maire qui était à la fois brillant, avec une vision pour sa ville. Je ne suis pas assez impliqué dans la vie neversoise pour le voir. Peut-être une trop grande confiance et peut-être la certitude que la Nièvre serait toujours à gauche. Or, il n'y a aucun bastion, toujours à gauche ou toujours à droite. On a vu de telles surprises ces dernières années que là aussi, tout pouvait arriver. Mais moi, je regrette d'avoir été un peu prophète de malheur en disant que j'avais les pires craintes. J'avais les pires craintes pour Cluny, j'avais les pires craintes pour Louhans, pour Tournu, pour Monceau. Je ne savais pas pour Nevers, c'est vrai. Parce qu'il y a des choses qu'on pense, il y a des événements qu'on pense qui ne peuvent pas arriver. Celle-là, elle vient paraffer une longue liste de défaites douloureuses. Je crois que la gauche, ce soir, peut reprocher une chose d'avoir pas politisé le débat. La droite l'a politisé, comme nous l'avons fait, nous, par le passé. La gauche n'a pas voulu le politiser. Elle a refusé de débattre argument contre argument en voulant localiser le débat. Je crois que ce soir, elle en paye le prix fort. Isabelle de Almeida nous a rejoint. On va la saluer. Bonsoir. Bonsoir. Pour le parti communiste, le Front de gauche. Vous étiez candidate Front de gauche sur la ville de Dijon. On évoquera la situation de Dijon, d'ailleurs, avec un résultat dans un instant. Définitif, voilà. On y va tout de suite retrouver Emmanuel Pinsonneau pour ce résultat donc attendu sur la ville de Dijon. Je sais que vous êtes nombreux à vouloir ce résultat. Emmanuel Pinsonneau, a-t-on ce résultat définitif sur Dijon ? Oui, cette fois on l'a et c'est confirmé. François Rebsamen entame donc ce soir un troisième mandat à la mairie de Dijon. Il est réélu avec 52,8% des voix, 34% pour Alain Houpert. Le Front National Édouard Cavin recueille 13,1% des suffrages. Résultat également sur Talent où Gilbert Menu, le maire sortant, est réélu avec 45,9% des suffrages. Le divers droite Cyril Gaucher et le candidat de gauche Stéphane Wojnarowski sont presque à égalité. 2 voix seulement les séparent. Ils sont à 27% tous les deux. Et enfin, à Chenôve, le maire sortant Jean Emonin est réélu avec 41,2% des suffrages. Roland Ponsat recueille 38% et Philippe Chérin 20,6% des suffrages. Merci Emmanuel. Dijon, justement, ça s'agite, me semble-t-il, sur les réseaux sociaux. Vous suivez cette élection sur France 3 Bourgogne, sur Internet, via Twitter également, F3 Bourgogne. Théo Souman, que peut-on lire en ce moment ?
Oui, Arnaud, justement, Christophe Tarist assiste en ce moment même à la conférence de presse de François Rebsamen et il vient de tweeter ce petit message en citant François Rebsamen, un remaniement au point d'interrogation. Je n'ai pas de contact, mais je réfléchis, qu'on prenne qui pourra. Et sinon, sur Dijon également, un message posté par David Lalot-Dugray, candidat qui n'était pas qualifié pour le second tour. À Dijon, il y a eu 2 gagnants, moi au premier tour et François Rebsamen pour le deuxième tour. Il m'a félicité au premier, je le félicite au deuxième, sportif. Et puis 2 message de responsables socialistes dans la région. Gaëtan Gorce d'abord, qui tweetait bien maintenant, il reste à reconstruire, retrouver le goût des idées et pour certains, réapprendre l'humilité. Et puis, autre message posté par Safia Autocoré, vice-présidente du conseil régional de Bourgogne, PS également. Un vrai tsunami en Bourgogne, tristesse, les électeurs ont exprimé un changement de cap, le gouvernement doit les écouter. Continuez à réagir, vous voyez vos messages s'afficher en bas de l'écran régulièrement. On va faire réagir évidemment nos invités. Oui, Isabelle de Almeida, puisqu'on vient d'avoir le résultat de Dijon. Allez, on vous a vu faire une drôle de tête quand on a entendu le tweet de David Lalot-Dugray. Oui, je ne vais pas commenter le tweet de Dugray, je ne pense pas qu'on est là pour ça ce soir. Sur Dijon, un résultat qui était à la hauteur des attentes. Voilà, c'est une bonne chose. Moi, j'observe plus la situation dans le pays, en Bourgogne évidemment, dans le département et dans le pays qui m'inquiète gravement. En Bourgogne, des pertes pour le Parti communiste, Migène, on a dit Varennes-Vauzelles aussi. Oui, Varennes-Vauzelles. Oui, entraîné, y compris les villes à direction communiste, entraînées par le désaveu par rapport au gouvernement. Je viens de voir un tweet là, qui appelle à un changement de cap. Je pense que oui, il faut un changement de cap. Barre à gauche ? Comment ? La barre à gauche ? La barre à gauche, oui, parce qu'on voit bien que les électeurs, même si pour certains pouvaient penser que c'était les enjeux locaux qui allaient primer, mais dans la tête des gens, les enjeux locaux, ils se mélangent avec leur vie quotidienne. Donc évidemment qu'il y a sanction par rapport à la politique gouvernementale. Et le remaniement ministériel, bon, peut-être est-ce qu'il sera fait demain, je ne sais pas, n'est pas sérieux par rapport à l'attente des gens de mesures qui favorisent le bien-être quotidien. Il y a un marqueur de cette élection, c'est quand même, on le disait précédemment, les difficultés à s'entendre. On va dire que l'union de la gauche a quand même vécu. Et les difficultés à s'entendre, Jérôme Durin l'avait dit, sur un certain nombre de villes. Alors c'était le cas en Saône-et-Loire, c'était le cas dans la Nièvre, puisque Varennes-Vauzelles, il y avait une liste PS Europe Écologie face à Pascal Reuillard. C'est quoi ? Ça veut dire que vous vous entendez plus avec le Parti socialiste ? Non, je pense qu'il y a eu un appel de la part... Vous étiez candidate à Dijon, alors que François Rebsamen était candidat. Oui, mais enfin bon, là on est sur un deuxième tour. Donc il y a eu un appel de la part du Parti communiste à se rassembler à gauche pour battre la droite et l'extrême droite. Je regrette, moi, que à certains endroits, ça n'ait pas pu être fait et que de ce fait-là, il y a des fêtes de la gauche, qu'elles soient à direction socialiste, Europe Écologie Les Verts ou communiste. En même temps, on constate quand même aussi des alliances contre nature, y compris dans notre région. Ce qu'on vient de voir à Nevers, on le voit aussi à Chenôve, et moi je me félicite du résultat de la liste Chenôve Ville d'Avenir, des alliances contre nature qui dépolitisent le débat et qui font que les gens n'arrivent pas à avoir de repères entre une politique de gauche et une politique de droite. Donc je pense qu'il faut vraiment là reprendre les choses pas à zéro, mais vraiment au niveau où elles sont, et puis rencontrer les gens, mener des débats politiques. Oui, je ne sais plus qui c'est qui le disait, reprenons le chemin du débat d'idées et ne faisons pas comme si les choses étaient installées et que les gens se satisferaient de gestion de leur ville, même quand c'est bien, il peut y avoir des critiques. Mais voilà, il faut que ça ait du sens politique, la gestion d'une commune comme d'un territoire. La grande tendance, c'était le sans étiquette. La mode de cette année, c'est le sans étiquette. François Patria et François Sauvadet, une réaction quand même, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les partis, c'est fini ? Parce que Denis Thuriot, il gagne sans étiquette, très clairement, il l'a dit, même si vous soutenez Guillaume Maillard. Mais... Oui, enfin, le côté sans étiquette, je l'observais qu'il était surtout à gauche. Marie-Claude Jarroux à Montceau-les-Mines, elle a dit qu'elle était sans étiquette. Trompe personne, en fait. Il y avait des listes d'alternance et d'alternatives politiques à la gauche. Alors si ça trompe personne, pourquoi est-ce que ces candidats se sont battus pied à pied avec nous pendant toute la campagne pour obtenir de ne pas être étiquetés politiquement ? Je ne sais pas, écoutez, il faudra leur poser la question un par un. Moi, simplement, ce que je vous dis, c'est qu'à Nevers, personne n'a rangé ses étiquettes. On n'est pas arrivé masqué. C'était pas le combat des chevaliers masqués.
Je veux dire, Guillaume Maillard, que je vais soutenir, était clairement UDI. Enfin, voilà. Alors Mais qu'il y en il a ne certains l'était plus au deuxième tour. qui ont joué. plus lundi Mais à 2 je heures du pense matin. que c'était plus généralisé pour la gauche et notamment pour le PS, ou même, moi j'ai vu, y compris à Dijon, je savais même plus que si François Rebsamen exerçait encore des responsabilités nationales et qu'il était président du groupe socialiste du Sénat. Mais tout le monde le sait, non mais ça. franchement, non mais attendez, la main sur le cœur, c'était Dijon, rien que Dijon. Je vois déjà que ça doit changer puisqu'il commence à regarder du côté de Paris dès son élection. Enfin bon, bref, tout ça c'est la politique, mais ce qui reste, c'est qu'il y a eu des stratégies d'alternatives proposées, parfois avec un large rassemblement, n'en déplaise à certains, ce dont je me réjouis, pour créer précisément les conditions de l'alternance. Parce que les gens veulent que ça change. Puis la dernière chose que je voudrais dire, moi je voudrais saluer aussi tous ceux qui ont fait des campagnes à fond. Moi, j'ai été aussi partout dans le département de la Côte d'Or. On a gagné dans de très nombreuses îles parce qu'on avait aussi de très bons candidats avec, il est vrai, une capacité à rassembler. C'est ça qui compte. Quand les gens sont aussi déboussolés, désorientés, qu'il y a tant d'attentes, ce qu'ils veulent, c'est des hommes et des femmes qui rassemblent autour d'eux. Alors, quand j'entendais M. Ferrez, enfin franchement, nous dire que c'était la victoire de ceux qui étaient bien implantés et qui avaient bien travaillé. Ces petits camarades du PS qui ont perdu dans toutes les villes de Bourgogne, je pense qu'ils vont apprécier le message. Parce qu'il y en a quand même qui avaient fait du travail. Simplement, ils ont été balayés dans une vague d'une ampleur forte et j'allais dire sans précédent depuis de nombreuses années. Et alors, du coup, la riposte, la réponse. C'est peut-être plutôt une prime à la dissidence. Mais remarquez que les dissidences qui sont intervenues sont souvent des problèmes de personnes. On l'a vu à Chenauve, on l'a vu à Autun, on l'a vu dans plusieurs endroits où c'est la dissidence qui l'a emporté, la dissidence parce qu'il y avait un désaccord de personnes, pas fondamentalement un désaccord d'idées. Mais c'est plus facile, en période difficile, je veux dire, de cacher un peu son étiquette. Je vois bien que certains l'ont fait. On va rajouter je suis pas sûr que tous les Édith candidats... Guignot à Bourbon-Lancy, dans cet exemple, dans ce cas-là. Alors là encore, c'est un problème de personnes, exactement. Voilà, c'est un problème entre le maire sortant et l'adjointe qui est devenu, grâce au PS, même dissidente, soutenue par le PS, députée, qui aujourd'hui se retourne contre son maire. On voit bien que ces sans-étiquettes sont plus des problèmes de choix de dissidence locale que de dissidence nationale. Maintenant, c'est vrai que quand on est parti au pouvoir, que les choses vont mal, que c'est difficile. Moi, je ne veux pas faire le procès du passé. On pourrait tous se relancer à la figure. Les chiffres du chômage dans le dernier quinquennat, les chiffres de la croissance, les chiffres de la dette, tout le monde peut le faire. Moi, je ne suis pas dans ce registre ce soir. Dans un registre, un parti au gouvernement qui assume ce soir les choix difficiles qu'il a fait et qui le fait dans quelles conditions. Il a pris des mesures, ce gouvernement. Moi, j'en ai soutenu plusieurs au Sénat. Mais tout ce qu'il a fait de bien a été occulté par trois choses. Le pouvoir d'achat, le chômage et les impôts. Et c'est ces trois facteurs clés qui ont dominé la campagne, qui ont retenu de la nationalisation de ce scrutin et qui ont fait la différence. Et alors, comment réagir ? On parle d'un remaniement rapide, il faut que ce soit rapide, il faut resserrer les liens. Il faut un effet de souffle et de choc. La semaine dernière, je vous disais, il faut d'abord de la pédagogie. Je crois qu'il serait bon de rappeler une fois pour toutes quelle est la situation de la France. Je vous rappelle quand même que les impôts d'aujourd'hui sont la dette d'hier. C'est clair, on le rappelle. Que le choix pour la France. Quel choix ? Quelle politique ? En l'expliquant bien avec quels sont les enjeux, quels sont les risques. La France peut-elle voir tous ces chiffres dégradés ? Peut-elle voir sa dette s'augmenter ? Peut-elle voir le chômage monter ? Non, elle doit prendre des mesures que va nous demander l'Europe la semaine prochaine. Je crois que changement de cap, c'est difficile. Ce qu'il faut, c'est sans doute de nouvelles équipes, avec dedans de l'autorité, un sens de l'État, de la discipline et un cap clair. Un effet de choc et de souffle. Avant de retrouver Francine Vexten... Dire encore une fois qu'il n'en a pas assez expliqué que c'était la faute du gouvernement précédent, enfin je sais pas, ça va tromper personne. Ça fait 2 ans et 2 mois. 2 ans, c'est pas 8 jours, 15 jours. 2 ans et 2 mois. D'ailleurs, j'en ai pas trouvé beaucoup pendant la campagne à défendre le gouvernement et les réformes qui ont été engagées. Pas beaucoup, hein. En tout cas, je les ai pas entendues. Francine Vexten nous attend, on va la retrouver dans un petit instant. Des résultats avec vous, Elsa Bezin ? Oui, 3 résultats à Chevigny-Saint-Sauveur. Michel Roger, UMP, est élu avec 51% des voix devant le socialiste Louis Legrand, 31%, et le divers droite Jean Perrin, 16%. À Chenauve, réélection de Jean Emonin. Il conserve son siège avec 41,2% des suffrages. C'est 2 points de plus que son ancien adjoint, le dissident Roland Ponsat. Et on termine avec Quetigny. Michel Bachelard, socialiste, est réélu avec 5
55% des suffrages. Un commentaire, oui. Lilian Juste Mollet. un mot pour Chenauve, pour dire que le candidat de l'UMP, qui arrivait en 4e position, s'était retiré pour faire barrage au Front National. Ça a surtout fait monter le Front National de plus de 2 points, qui est à 20,6 à Chenauve. Donc l'opération barrage, pas sûr que c'était vraiment... Bien compris. Voilà, bien compris par tout le On avait monde. oublié de belles victoires au premier tour, à Gevrey-Chambertin. Oui. On avait oublié Sœur aussi, avec de belles victoires qui étaient passées un peu inaperçues. Et Venarello pour un PF. Qui vous accompagne mon ami ce Patrick soir. Molinos Voilà. avait une très belle victoire à Venarello. Messieurs, on va à Sens tout de suite. On retourne retrouver Francine Wexten qui nous attend depuis un petit moment maintenant en direct de Sens. Bonsoir et merci d'avoir patienté. Votre réaction, Marie-Louise Faure est donc réélue ce soir à Sens. Votre commentaire ? Je la félicite, évidemment, puisque ce sont les électeurs qui ont décidé qu'elle soit le prochain maire de Sens. Je revendique clairement, je vous ai entendu tout à l'heure. On parlait des sans étiquette ou un parti. Parler des sans étiquette. Donc moi, je revendique clairement ce positionnement sans étiquette politique. Ce positionnement, je l'ai construit depuis plusieurs mois avec des personnes qui ont été autour de moi dans cette liste du bon sens, des personnes de droite, de gauche, du centre. Et j'ai eu l'habitude de dire que j'étais ni de droite ni de gauche, que j'étais devant. Aujourd'hui, effectivement, je suis derrière Marie-Louise Faure, mais avec presque 33% de voix, avec 2700 personnes qui, derrière moi, se sont reconnues dans un projet qui était basé sur l'intérêt général, un projet où le plus important était les Sénonais et les Sénonaises. Aujourd'hui, manifestement, c'est encore difficile dans une ville de 25 000 habitants de gagner la mairie sans étiquette politique. Le poids des partis est encore prépondérant. Le poids de l'UMP a été important dans cette élection. Le poids du FN également. Voilà, aujourd'hui, je suis fière d'avoir conduit avec l'équipe qui m'a entourée depuis plusieurs mois cette aventure. Je sais qu'aujourd'hui, c'est possible de faire de la politique autrement, de la politique basée sur l'intérêt général, sur le souci de répondre aux problèmes des habitants et des habitantes. Et je continue cet engagement parce que je sais qu'il répond à une majorité des Sénonais et Sénonaises. Je sais aussi que c'est peut-être le meilleur moyen de réconcilier les habitants avec la politique, parce qu'aujourd'hui, à Sens, il y a presque 49% d'abstentionnistes, et ça n'est pas... Marie-Louise Faure a été élue avec la moitié des voix, enfin le quart même, avec 25% des suffrages des habitants, donc on ne peut pas se réjouir de ce taux d'abstention aussi important. Merci Francine Wexten en direct de Sens, arrivée donc deuxième derrière Marie-Louise Faure. Éric Sicot. Oui, comme l'émission va se terminer, quand même une question à François Patria et à François Sauvadet. Le Sénat va basculer en septembre. Écoutez, après ces élections catastrophiques pour la gauche. Avec des municipales aussi catastrophiques, le problème de la majorité au Sénat va se poser. Je n'ai pas fait le compte aujourd'hui parce que vous savez que le mode de scrutin a changé, donc ça doit amener une correction par ailleurs. Il est certain que la majorité au Sénat me semble aujourd'hui, à moi, gravement menacée. Et avec des difficultés supplémentaires pour vous-même en Côte d'Or. On verra dans les semaines qui viennent. François Sauvadet, vous avez opiné. Oui, je suis d'accord sur la conclusion de François Patria. Oui, le Sénat va basculer, oui, je le pense. Enfin, en tout cas, je l'espère. Et est-ce que ça vous intéresse ? Vous m'inviterez, on a combien de temps ? Non, mais je sais pas. Moi, je suis venu comme président du Conseil général et responsable de l'UDI au plan national, vice-président. Vous me réinviterez, vous me posez toutes les questions. Mais on sait que les partis centristes sont très importants au Sénat. Réinvitez-moi, puis je viendrai avec bonheur. En revanche, puisqu'on parle des municipales, Alain Houpert était sénateur. Oui. Est sénateur. Est-ce que de votre point de vue, sa défaite sur Dijon le rend toujours légitime pour les prochaines élections sénatoriales ou le disqualifie ? Il a mené un combat difficile, il l'a mené courageusement. C'était pas commode, on le voit bien. La victoire a été annoncée de telle manière, de façon tellement récurrente qu'elle semblait inévitable. En tout cas, voilà, il a fait son score. Bon, pour le reste, je pense que c'est un bon sénateur. Mais petit score quand même pour Dijon. Oui, la droite n'a pas bénéficié du tout de la vague bleue. Il faudra qu'on analyse tout ça. Mais enfin, en tout cas, moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est la radicalisation du débat dans Dijon. Parce que c'est l'émergence du Front National à Dijon. C'est ça qui me préoccupe. Parce qu'on le voit bien, par rapport au dernier scrutin, le score du maire de Dijon, disons-le tout net, il est élu, bon voilà, les Dijonnais ont choisi, très bien, c'est la démocratie. Moi, je respecte le choix, ce sera demain mon interlocuteur au Conseil général, naturellement.
mais je dis simplement, il a été réélu pas à la hauteur de ce qu'on annonçait. 52% quand on est maire sortant, avec une telle implantation soi-disant dans sa ville, c'est quand même pas, c'est pas le score béton qu'on annonçait. 24 600 voix, c'est un volume de voix qui ressemble quand même à 2008. Oui, ben voilà, très bien. Vous faites des commentaires. Moi, je me permets de vous amener les chiffres. Je fais le commentaire du commentaire, c'est-à-dire que je vous dis que c'est pas une victoire quand même aussi éclatante qui est annoncée. Pour ce qui est de notre score, moi je regrette et je constate avec amertume, parce que c'est, vous savez, le combat que j'ai toujours mené pour des valeurs. Je regrette la radicalisation du débat politique à Dijon et la montée du front qui sera présent à Dijon et probablement au Grand Dijon. Voilà. Et ça, je le regrette profondément. Ça demandera une analyse un peu plus fine, mais là aussi, vous me réinviterez pour que je vous fasse le commentaire, si vous le souhaitez. Sans faute. Nous aussi. Vous serez tous réinvités. Et peut-être même qu'un jour, on parlera Bourgogne. Vous en avez déjà parlé tous les deux sur un plateau. On se parle souvent. Merci à tous les trois d'être venus et donc de revenir. On a pris des rendez-vous ce soir, le carnet est rempli. Merci François Patriat, Isabelle de Almeida et François Thomas. Donc pour le Sénat, vous viendrez sur France 3 nous annoncer vos intentions, c'est noté ? Pour l'instant, je n'ai rien annoncé du tout. Je vais rentrer dans mon bureau au Conseil Général, puis je vais continuer de travailler au service des Côtes d'Orient. Merci à tous. Voilà. On continue dans un petit quart d'heure à décortiquer ces résultats en Bourgogne. Bourgogne.france3.fr. Tout de suite, Carole Gessler et Francis Letellier pour un retour sur la synthèse nationale de ces municipales. À tout à l'heure.